Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors, bienvenue dans une autre escapade. Aujourd'hui, on a un invité de marque. Bon, comme toujours, on a un invité de marque, mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. Et comme d'habitude, je ne vais rien vous dire, on va découvrir l'invité ensemble. Et à côté, je dois prendre le temps de remercier nos deux sponsors partenaires de l'émission, Bajaj avec la belle moto que vous voyez à côté et le ciment et matériaux du Mali CMM qui vient juste de rentrer dans la maison. Alors, salut à tous et bonjour Mokhtar. Bonjour Steve. Comment ça va? Écoute, je vais bien. Et toi? Est-ce que tu peux un tout petit peu approcher le micro? Oui, je vais bien. Et toi? Super, ça va. Alors, Mokhtar, c'est un grand frère que j'ai découvert à travers sa femme, Makou, si, qui est passée sur l'escapade il n'y a pas longtemps, que vous avez dû regarder. Si vous n'avez pas regardé, je vous mets le lien. Elle était un profil plus qu'intéressant. Beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de retours. Vu qu'on a parlé de sujets sérieux, vous savez déjà, on n'a pas eu autant de vues que ça, mais en termes de retour sur la qualité du podcast, franchement, on doit même en faire un autre. Donc aujourd'hui, Mokhtar va nous parler déjà de son parcours et vous allez découvrir des choses. Alors Mokhtar, dis-moi, déjà, qu'est-ce que tu peux te présenter plus amplement? Merci beaucoup Steve, très ravi d'être sur ton podcast. Tu l'as dit, hein, celui de mon épouse Aminata était tellement inspirant qu'il était important également. Beaucoup de gens... Mais est-ce que tu l'as regardé jusqu'au bout? Oui. Super. Je l'ai regardé avec intérêt. C'était très intéressant. Super, merci. Et en ce qui me concerne, je suis Mokhtar Ousmane-Sy, président du mouvement Génération Engagée, président de la Fédération malienne de Vovinam Viet Vo Dao. Déjà, c'est une famille d'athlètes. Absolument. Beaucoup de gens le disent. Comment vous faites chez vous? Et dans la vie professionnelle, je suis juriste. Je travaille dans une entreprise de la place. Et donc, dans la vie associative, vraiment, je suis très actif. Mon engagement a commencé depuis l'école. L'école, mais à quel niveau? Lycée? En classe de 5e année. 5e année fondamentale? J'étais déjà... Parce que pour moi, l'engagement, c'est depuis là. Hein. L'engagement, c'est quand tu aspires à servir les autres, tu aspires à être au service de ceux qui t'entourent. Donc, j'ai sollicité le poste de responsable de classe. Et j'avoue que ce n'était pas évident parce que j'étais entre le prof et les élèves. J'allais te demander en 5e année quel engagement tu aurais pu prendre si ce n'est pas celui-là. Non, c'était plus celui-là et c'était également mobiliser tout le monde pour aller faire des activités, d'abord sportives, aussi scolaires. Makou nous a révélé que tu étais dans le basket. Effectivement, j'ai joué au basket en club au Mali et en Europe. Ok. Tu as joué en Europe? Oui, j'ai joué en France, okay. Oui, mais à un niveau semi-pro, pas pro, mais semi-pro, j'ai joué en national. Et également, on a fait la fédération malienne de basketball. J'étais président de la commission d'organisation de la fédération malienne de basketball pour le mandat 2018-2022 avec le président Aruna Boubacar Maïga. Donc j'avoue que c'était pour moi une belle aventure parce que c'était après la carrière d'athlète, de joueur. Donc venir en tant que dirigeant, c'était intéressant. Et je pense que c'était les plus belles années du basket malien. On a eu pas mal de trophées. Mais le basket malien, on dirait que ça s'est toujours mieux porté que le foot malien. De résultats, oui, mais ça c'est dû à un certain nombre de choses. Et effectivement, le Mali a plus brillé dans le basket que par le football. On pourra revenir là-dessus, mais il y a beaucoup d'efforts à faire pour qu'on puisse maintenir ce niveau-là. Mais il y a des problèmes qui sont véritablement les causes du fait qu'on n'arrive pas à être au niveau
un niveau supérieur à celui-là. Supérieur au niveau du football. Même au basket, il y a des soucis. Hein. C'est comme dans toutes les fédérations. On excelle au niveau jeune, mais après, plus haut, on a du mal, niveau senior, à obtenir les résultats. Mais on excelle plus au niveau des femmes, non? Oui, mais même au niveau du basket, même au niveau des hommes, au niveau cadet et junior, on arrive à faire de très bons résultats. Hein. Super. Le Mali est à chaque compétition en fait de mémoire, hein, que ce soit cadet ou junior, donc les U16 et les U18, le Mali a toujours été soit champion d'Afrique ou vice-champion d'Afrique. Oh. Et donc, le plus grand exploit, le dernier exploit en date que je pourrais dire ici, c'est la finale de la Coupe du Monde U19 que nous avons joué contre les États-Unis en 2019 en Grèce. Et on était en finale et les États-Unis nous ont battus, mais on a perdu, si je peux dire, avec la manière, parce qu'on a joué jusqu'au bout. Et je peux dire que c'était une première dans l'histoire que un club africain, voilà, un pays africain. africain. Un pays africain se hisse en finale comme ça. Joue contre les États-Unis. Quand on te dit au basket, déjà, États-Unis. mais quand on te dit dans l'organisation que tu joues contre les États-Unis, comment tu te sens déjà? Est-ce que c'est la pression, c'est comment? Non, c'est la pression, mais comme c'est une compétition où c'est une Coupe du Monde, chacun arrive déjà avec son statut. Hein. Le Mali était à l'époque champion d'Afrique, l'année d'avant contre le Sénégal ici, à Bamako. Donc on est champion. Vous étiez en confiance. On était en confiance. Donc on était en continent. Et on était en confiance. Donc le statut de champion nous suffisait pour aller affronter les États-Unis, qui étaient champions de leur continent également. Bon, on a joué sans complexe. Et les jeunes, la plupart des jeunes là-bas jouaient déjà dans des clubs en Europe ou soit même aux États-Unis, je crois, ou dans des universités là-bas. Donc ils avaient quand même le niveau, ils s'étaient préparés, ils ont mouillé le maillot. Et ils ont battu des équipes costauds, hein, costauds, comme la France, comme ça fait quoi de battre la France qui est médiatiquement nous c'était une étape à franchir, hein, parce qu'on a battu la France, je crois, pour arriver en demi ou pour aller en finale, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais en tout cas c'était une consécration pour nous, la grande France. Surtout la France des médias, niveau sportif. Les médias, niveau sportif, ils étaient très étonnés, mais on les a battus. On les a battus avec la manière. Et on a joué comme il fallait. Et donc, on avait à l'époque une très 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 bonne équipe. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est le parcours du basket. J'ai fini par quitter la fédération en 2022. Donc il y a eu un nouveau bureau installé en fin 2022. Mais c'était quoi ton poste dans la fédération déjà? Alors j'étais président de la commission d'organisation. Okay. C'est la commission qui, comme son nom l'indique, qui organise tout, qui gère les compétitions, donc la gestion de l'organisation lors des compétitions nationales et donc internationales auxquelles le Mali participe. Donc c'est du boulot, c'est de la présence, c'est surtout de l'anticipation, de la disponibilité. À un moment, c'était un peu difficile, mais j'avais une équipe sur laquelle je pouvais compter. C'est ça aussi, quand on est responsable, de savoir compter sur son équipe. J'avais une équipe très bien préparée, qui a été mise dans les conditions pour travailler, même quand je n'était pas là, qui pouvait donc qui était autonome, quoi. Voilà, qui était autonome, qui pouvait faire le boulot. Mais tu faisais ça à temps plein quand tu étais dans la commission d'organisation, quand tu étais président, c'était ton travail à temps plein ou tu faisais ça autre chose à côté? Non. Ça, c'est déjà, il faut comprendre que quand tu es membre d'un bureau fédéral au Mali, c'est du bénévolat. Hein. Ah ouais, vous n'êtes pas payé pour ça? Non. Il n'y a pas d'argent pour ça, il n'y a pas de salaire, c'est du bénévolat. Et c'est quelque chose que tu fais en plus de ton temps de travail habituel. En fait, on a reçu Las Concept, il est maire adjoint de France, et quand il m'a parlé de la même chose, lui, il était président de la commission olympique aussi. Quand il m'a dit il le faisait par bénévolat, je me disais que c'était spécial. Donc c'est dans tous les pays ou bien c'est... Non. En fait, généralement, tout ce qui est olympique,
et sportif. Dans des fédérations, il y a certains postes qui sont, dont le travail est rémunéré, mais d'autres, ça ne l'est pas. Par exemple, récemment, on voit dans beaucoup de fédérations que le poste de secrétaire général est rémunéré parce que ça demande de la présence, ça demande du temps, ça demande de la qualité de travail. En tant que secrétaire général, c'est le cœur de la fédération. Donc, même jusqu'à récemment, ça aussi c'était du bénévolat. Mais je pense que récemment, il y a eu des améliorations par rapport à ça. Et beaucoup de fédérations commencent à payer leur secrétaire général, parfois leur directeur technique national aussi, qui est un poste aussi crucial, important pour les athlètes, pour la compétition, pour la discipline elle-même. Donc, à part ça, les autres, c'est vraiment du bénévolat. C'est du bénévolat. Et donc, moi, comme j'ai toujours aimé l'engagement, au-delà de mon activité professionnelle, tout ce que je peux faire, je le fais pour servir pour la cause commune, la communauté, pour accompagner des initiatives que je trouve constructives. Et donc, je me lance. Donc, pour moi, le basket, c'était une aventure. Et c'était important que je m'y lance. Je me suis lancé et j'ai fait en sorte que ce soit parfait, mon engagement soit parfait au niveau du basket. Et je pense qu'avec les résultats que nous avons obtenus, sous le leadership du président Haruna Boubacar Maïga, nous avons fait du très bon boulot au niveau du basket. Mais c'était quoi votre plus gros challenge pendant cette période? C'était quoi ton plus gros challenge pendant cette période? Alors, le plus gros challenge pour moi, c'était de relever le niveau de l'organisation de nos compétitions. Parce qu'on constatait que dans nos compétitions, il y avait quelques failles au niveau de l'organisation. Le public n'était pas suffisamment mobilisé. Les questions de sécurité, parfois, ça laissait à désirer. Et donc, surtout, avoir une fédération organisée et qui puisse obéir à tous les principes et à toutes les règles du basket africain et mondial, les cahiers des charges de la FIBA Afrique et FIBA Monde, être sûr que nous sommes éligibles à toutes les conditions. Et que nous n'allons pas prendre de sanctions par rapport à une défaillance quelque part. Mais surtout, c'était d'offrir les meilleures conditions à nos équipes pour aller rafler les titres. Et je pense qu'avec l'aide de mes autres collaborateurs à la fédération, mais surtout le leadership du président Maïga à l'époque, Haruna Boubacar Maïga, et on a pu quand même remporter pas mal de titres et être là où on attendait le Mali sur beaucoup de compétitions. Et je pense que ça a été pour moi le plus gros défi, c'était qu'on soit titré sur toutes les compétitions. Bon, il y en a eu où nous avons terminé deuxième, mais la plupart nous avons été champions. Wow, ça donc on a également fait du travail en interne avec mes collègues chargés de la formation, d'autres, donc des compétitions, fait en sorte d'avoir vraiment un vivier pour avoir une équipe nationale solide, un championnat bien organisé en interne. Parce que c'est ce qui permet, en fait, quand on a un championnat bien organisé, de haut niveau, on peut aspirer à avoir des titres continentaux et mondiaux. Voilà, des titres mondiaux, voilà, pour qu'on puisse exceller dans le basket. Et je pense qu'on a pu quand même faire de notre mieux quand on était à la tête du basket au Mali. Super. Alors, moi, j'ai tellement de questions par rapport à ça, parce que vous savez, le sport, c'est mon truc. Mais bon, je pense qu'on a tellement beaucoup de sujets à parcourir qu'on va peut-être clore ce chapitre. Mais si vous êtes plus intéressé, si Mokhtar veut bien, on va peut-être poursuivre sur ce sujet. Vous le dites en commentaire. Et à partir de la 5e année, on s'était un peu arrêté là. Quel a été ton parcours ensuite?
Alors, donc après, j'ai été, donc je suis resté responsable de classe. J'ai eu à l'époque ce qu'on appelait le certificat d'études primaires. Oui, ok. CP. CP. Ensuite, donc l'objectif c'était le DEF, diplôme d'études fondamentales. J'ai fait également donc. Tu étais responsable ou pas? Oui, il y a eu une classe où j'étais responsable, mais je suis arrivé dans une autre classe où je n'étais plus responsable, mais j'étais engagé sur d'autres sujets. Ok. Je me rappelle, c'était à l'Institut du Sacré-Cœur. Tu étais au Sacré-Cœur? Oui, j'ai fait il paraît qu'il y a beaucoup de niveaux là-bas. J'ai fait le Sacré-Cœur de 97 à 2000. Ok. Voilà. Donc, Junior, tu étais où en 97? 97 à 2000. J'ai fait, c'était, je pense, de tout mon cursus scolaire, je pense que c'était mes plus belles années. Ouais. On dit souvent que les plus belles années sont celles de l'université, non? Non, moi, c'était particulier parce que je venais d'un monde complètement différent. Ok. À l'époque, c'est-à-dire un monde différent. J'aime pas trop en parler, mais je pense que le sujet en vaut la peine aujourd'hui. Moi, mes parents ont occupé des postes de responsabilité au Mali, ministre dans 2 gouvernements différents, et de 90 à 2002. Ouais. Et donc, ils ont été des figures emblématiques de la vie politique au Mali. D'accord. Voilà, donc je venais des milieux. Et quand je me suis retrouvé à l'Institut du Sacré-Cœur, à l'époque, beaucoup de gens étaient étonnés. Mais les enfants de ce milieu-là devraient être de ministres dans des écoles plus huppées. Pas dans les écoles, voilà. Dans les quartiers, à l'époque, c'était vraiment accessible pour les budgets très très moyens. C'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle, à l'époque, c'était, je crois, la scolarité, l'inscription c'était 15 000 francs et la scolarité c'était 45 000 par an. Ouais, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce profil-là dans ces écoles-là. Donc, et pourtant, je suis allé trouver d'autres qui y étaient. Et donc c'était parce que c'était la qualité de l'enseignement qui a attiré donc, les parents, de bouche à oreille, les gens se sont parlé. Jusqu'à présent, Sacré-Cœur a une très bonne réputation. La qualité de l'enseignement. Et donc, du coup, c'était une expérience pour moi qui était formidable. Je me suis retrouvé avec des gens qui ne venaient pas du tout du même milieu que moi. D'accord. Et avec qui j'ai fait beaucoup de choses, qui continuent d'ailleurs à être mes amis aujourd'hui. Et parce que... au fondamental, si tu apprends la vie, on est éduqué à la vie et à beaucoup de choses. C'est tes premiers pas quasiment. Voilà, ce sont les premiers pas, j'ai les premiers amis que tu rencontres, que tu découvres, vous faites vos premières découvertes ensemble. C'est vrai. Et donc voilà, moi j'ai de très bons souvenirs par rapport à ça. Est-ce que tu as une anecdote précise qui t'a marqué de cette période? Alors, il y en a tellement, mais je ne sais pas... Alors, en lien peut-être avec le sport, on aimait tellement jouer au basket à l'époque, c'est que quand on était à la récréation, on allait jouer. Et à midi, quand il fallait partir à la maison manger, parfois on allait manger chez un de nos amis qui était dans les entourages pour pouvoir revenir jouer. Dans les entourages et pour pouvoir revenir jouer au basket avant la reprise. Ouais. Et donc, on partait à chacun son tour dans une famille à côté. Ouais. Et donc, les autres... ça crée beaucoup de solidarité, ça. Voilà. Les autres, quand je leur disais d'aller chez moi, c'était un peu plus loin, parce que moi, j'étais à Bakou-Djikoronie, ACI. Le Sacré-Cœur, c'est le lycée, là où il y a le lycée actuellement. Donc, c'est là où il y avait le fondamental. Okay. Donc c'était dans l'ancien quartier de Djikoronie. J'allais le dire parce que je pense que Sacré-Cœur c'est dans Bakou-Djikoronie. Oui, mais là où nous étions, c'était à Djikoronie, dans l'ancien quartier de Djikoronie. Ok. Ça a commencé par là-bas en fait. Après ils sont allés vers Bakou-Djikoronie, à Siei, dans le nouveau quartier. Moi j'étais au niveau de l'ancien quartier. Et donc quand on devait aller chez nous, il fallait donc traverser le marché de Bakou-Djikoronie, marcher encore, faire au moins 2 à 3 kilomètres. Est-ce que tu marchais? Oui, on marchait. Ah ouais. Avec les amis, on marchait. Super. Et du coup, ça a étonné beaucoup de gens que
Moi, j'arrivais à l'école en marchant, les gens, parce que souvent, quand on sortait, mes sœurs étaient dans une autre école, à Notre-Dame, ou je crois, oui, au lycée Notre-Dame. Donc, on me déposait au bord de la route, au goudron, au bord du marché. Donc, je marchais pour aller à l'école. Bien sûr, après, quand je crois qu'en 8e, quand je suis passé au DF, on m'a acheté une moto. Donc, pour faciliter les déplacements, parce que ce n'était pas très évident parfois. Mais il y avait également les vélos. Donc, parfois, on prenait le vélo en 8e. Mais la première année, en 7e, on me déposait, je marchais pour y aller. Et c'était assez intéressant. Et avec les amis, s'il fallait aller jusqu'à chez moi, au bord du fleuve, à Bahoji-Koroni, c'était loin. Donc, la fois où ils sont arrivés chez moi, ils étaient tous étonnés. Que toi, tu marches aussi longtemps. Voilà, que d'arriver, parce que ce n'était pas dans leur habitude que les gens ouvrent les portes comme ça, chacun aille chez chacun et tout ça. Ils avaient une image très, comment je vais dire, une autre image de la société à laquelle on appartenait. Et ce qui fait que quand il y a eu cette ouverture, ils étaient tous contents parce qu'ils se sont sentis chez eux, la porte était ouverte chez nous, il n'y a jamais eu de restrictions. Voilà, quand tu viens avec moi, c'est comme, voilà, les enfants. Tu es de la famille. Tu es de la famille et tout ça. Et voilà, et moi, pareil, quand j'allais chez eux, c'était la même chose. Donc il y avait ça entre nous et on a gardé jusqu'à présent. On essaie de maintenir des liens. Certains ne sont plus au Mali, d'autres sont là, mais c'est pas facile. Mais c'était quand même intéressant pour moi parce que je pense que c'était les plus belles années de mon cursus scolaire. Et j'ai gardé, d'ailleurs, mes liens d'amitié sont ceux qui ont été créés là-bas. Même jusqu'à aujourd'hui. C'est les amis que tu gardes. C'est les amis que j'ai, c'est les amis que je rencontre, avec lesquels on fait les grains les uns chez les autres. Et voilà, on n'était pas du même milieu, on s'est retrouvés à l'école, l'école a créé des liens. Et les liens, vous les avez gardés? Et les liens, on les a gardés. Chacun travaille dans son domaine, mais quand il est nécessaire de se retrouver, on se retrouve, on discute, voilà. Et c'était de belles années. Après, comme il n'y avait pas de lycée à l'époque, donc mes parents m'ont inscrit au Cheikh Anta Diop. Voilà, donc c'est là que tu as continué. Voilà, j'ai continué le lycée au Cheikh Anta Diop. C'était une autre expérience avec d'autres personnes venant d'autres milieux également. Mais voilà, donc quand j'ai eu le bac, j'ai demandé une inscription en France. J'ai eu une inscription dans une université publique en France, à Toulouse, où je suis allé étudier. J'ai fait des études de droit. Là aussi, il y a pas mal de choses à dire parce que c'était une expérience également riche qui a participé à la construction de ma vie. Mais parce que quand tu es étudiant, que tu arrives, tu changes de milieu, tu arrives dans un monde que tu ne connais pas, le temps de découvrir. Mais est-ce qu'il s'est passé des choses que tu retiens spécialement? Parce que moi, je me rappelle que j'étais en Algérie. Ma première fois d'arriver en Algérie, on m'avait mis dans l'avion, on me dit tu pars. J'ai pas posé beaucoup de questions, donc on m'a pas dit grand-chose. Quand j'arrive à l'aéroport, j'ai dit je voulais aller à l'ambassade, parce que dans ma tête, c'est ce qui est logique. Donc j'ai un ancien qui s'appelle Cheikh, peut-être qu'il va voir ce podcast. Il est venu, il m'a dit ok, vous allez à Blida, moi je vais à Blida aussi. Mais vu que moi, j'ai la tête dure, on m'avait pas dit que tu allais avec quelqu'un à Blida qui s'appelle Cheikh. Il dit non, moi je vais à l'ambassade. Il dit je viens pas avec vous. Je lui dis non, je vous connais pas, je vais pas aller avec vous. C'est pas parce que vous êtes malien que voilà. Moi je vais aller à l'ambassade, tu vois. Après, j'ai vu qu'ils ont tous pris leur sac, ils sont en train de partir. J'ai pris mon sac, je les ai suivis parce que je savais pas quoi faire. J'avais pas d'argent, j'avais rien. C'est ça. J'avais pas de dinars. J'avais peur qu'on m'escroque et tout. Je me disais, dans un nouveau pays, tu connais rien, donc fais attention à tout ce que tu fais. Mais est-ce que toi, tu as eu une expérience de ce genre dans tes débuts? Moi, j'ai eu la chance que je suis arrivé, j'avais déjà de la famille, un cousin qui était établi là-bas avant moi. Et donc, qui a
faciliter un peu mon intégration. Ouais. Mais quand j'ai voulu sortir un peu, connaître les choses moi-même, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des situations étonnantes. Des situations étonnantes parce que quand tu arrives dans un pays, bon, la France, on connaissait à la télé. J'avais eu à Mais faire... c'était ta première fois? Non, c'était pas ma première fois. J'avais eu à faire des vacances chez une tante, mais c'était dans un autre département à l'époque. C'était plus au nord, mais là, j'étais dans le sud, à Toulouse, et dans la Haute-Garonne. Donc, tu découvres de nouveaux amis, tu découvres l'université, avec ses règles, ses fréquentations, ses principes. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais quand je dis que c'est une école de la vie aussi, parce que ça façonne l'homme, en plus de ce que tu apprends sur le plan académique, universitaire, ça participe à ta construction. Et moi, ce que j'ai retenu, ce qui a été... En quittant ici, j'étais persuadé que mon niveau était top parce que j'avais de bonnes notes. J'avais même fait des cours privés. J'avais été bien noté par le prof à l'époque qui m'a donné toutes les assurances. Et quand tu arrives, bon, tu découvres que tu es en retard sur les autres parce que le système d'enseignement est complètement différent. Il n'est pas le même. Il n'est pas le même et tu te retrouves avec... un amphi hyper rempli, bon, s'il y a des groupes de TD dans lesquels tu te retrouves avec 20-25 personnes qui sont là pour étudier la même chose que toi, que tu ne connais pas, que tu ne vois nulle part à part l'école. À part l'école. Bon, c'est un autre monde. Tu arrives, tu es obligé de travailler dur. C'est vrai. Et moi, je me rappelle, l'un de nos premiers devoirs, j'étais persuadé d'avoir une très bonne note. Eu la bonne note, mais quand il y a eu... donc le prof est venu pour rendre les copies. Moi, j'ai fini en 30-40 minutes. Là où on est censé faire 1h30. 1h30. Moi, j'ai fini en 30-40 minutes. Et le prof... il m'a regardé de façon étonnée et le jour où il a rendu les copies, il n'a pas rendu ma copie. Pourquoi? J'étais étonné. Après, je me suis même dit, peut-être il garde le meilleur pour la fin. J'étais un bon élève, un bon étudiant et tout ça. Après, il m'a appelé, il m'a dit, à la fin, il m'a dit, je n'ai pas rendu votre copie parce que je voulais vous voir pour échanger avec vous. Et je pense que si vous êtes venu ici pour faire du droit, il vous faut certaines choses encore que vous n'avez pas. Vous savez écrire, vous savez, c'est vrai, mais le droit, c'est de la méthode, c'est du raisonnement qu'il vous faut apprendre. Et ça, c'était la première année. C'était frustrant, j'imagine. C'était frustrant, mais il m'a dit, si vraiment vous voulez, c'est ce que vous voulez faire, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Il m'a dit, il faut une méthode. Je dis, expliquez-moi, je suis prêt à faire. Il m'a donné le nom d'un livre et qui m'a dit d'aller à la bibliothèque, d'essayer de finir ce livre, 2 heures par jour à la bibliothèque. On en reparlera à la fin du livre. À la fin, pas à la fin du semestre. Okay. Donc voilà. Et je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Donc je me suis appliqué, je suis allé à la bibliothèque 2 heures par jour, j'ai fini ce livre, je suis allé voir d'autres livres et c'était hyper intéressant. C'était quoi la note? Ça, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, c'était pas nul. Hein. Le prof a estimé il devait m'aider. Donc, je te laisse donc c'était pas super. Une opinion de la note. J'avais besoin d'aide. Donc, il m'a aidé, il m'a donné. C'est ça aussi, la pédagogie. C'est aider quelqu'un à s'améliorer. Parce que quelqu'un qui arrive avec des certitudes, quand il voit que finalement, ça va, soit tu le laisses dans ça, il reste dans ça jusqu'à la fin, avec le risque de ne jamais passer une année, ou soit on l'aide à améliorer ses compétences. Et c'est ce qui a été fait. Bibliothèque, 2 heures par jour. À la fin du semestre, le niveau avait déjà changé et la note était
complètement supérieur. différente, supérieure. Donc du coup, ça m'a aidé tout le long de mon cursus jusqu'à ce que je termine la fac. Mais j'avais ce réflexe-là. D'où te vient cette confiance déjà? Pourquoi tu étais si sûr devant l'inconnu que tu allais performer? Ça vient du sport, ça vient du sport. Déjà, ça vient du sport parce que j'ai fait beaucoup de sport. Et la confiance, quand on fait du sport, on a confiance en soi. C'est vrai. Et ça vient de là. Et ça vient aussi du fait que j'étais sûr de moi parce que j'avais un environnement très soudé, la famille, les amis. Vraiment, c'était important que j'ai cette confiance-là pour pouvoir arriver déjà à ce niveau-là. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas tout le monde qui pouvait d'abord réussir le concours pour y aller. Parce qu'il fallait demander l'inscription, tu faisais un concours, ensuite on acceptait. Si on voyait que ton niveau était bon, tu pouvais être reçu à l'université. Et ça, c'était important. Et donc, pendant ce cursus, il y avait d'autres difficultés à côté. Les gens pensent que quand tu pars en France, ça y est, toi, non, tes parents ont les moyens, ça y est, ça suffit, tu ne manqueras de rien. Mais je trouve que ça, c'est une question de perception aussi dans la vie. Nous, nos parents nous ont toujours éduqués à chercher pour nous-mêmes, à découvrir les choses, à travailler. Et je me rappelle, à l'époque, quand on était encore là, moi, ma grande sœur, celle que je suis directement, a travaillé dans un restaurant comme serveuse pendant les congés. Parce qu'à l'époque, nos parents voulaient lui inculquer la valeur du travail. Du gain par soi-même. Du gain par soi-même. L'expression « travailler, gagner quelque chose à la sueur de son front », c'était ça. Et donc, moi, j'ai retenu ça. Ça m'est resté. Et il fallait donc payer le loyer, se nourrir, gérer ses dépenses, gérer ses propres dépenses. Les parents faisaient le minimum, mais tout ce qu'on voulait nous-mêmes faire, vous vous débrouillez pour. Et dans la logique de se responsabiliser, moi j'ai tout de suite cherché un petit boulot à faire. Et donc, c'était quoi ton premier le premier job que j'ai trouvé, c'était livreur de pizza. Ah ouais? Ah oui, et ça c'était une formidable expérience parce que là aussi c'est un autre monde. C'est des valeurs que tu apprends et c'est une vie que tu découvres. Et donc, livreur de pizza avec un salaire qui allait de 600, je crois, à 700 € par an, c'était limité avec le titre de séjour étudiant. Tu ne pouvais pas avoir plus, mais tu avais des pourboires. Ton temps de travail était limité. Donc, quand on prend les pourboires et tout, tu devais être dans les 600, 700 € par mois, ce qui aidait beaucoup. Pour un étudiant à ce temps. Voilà, je crois que le temps de travail était limité. Donc, après la fac, c'était livraison de pizza de 18h à 22h chaque jour, du lundi au dimanche avec 2 jours de repos. Et comment tu arrivais à jongler avec les études? Parce qu'on m'a dit que le droit en France, c'est pas simple du tout. Non, c'est pas simple. Non, le droit partout, c'est pas simple. Mais c'est une question d'organisation. Comme je l'ai dit, au début, moi, j'ai eu l'astuce pour bien m'organiser. Et ce prof, à l'époque, m'a donné de l'or. Parce que s'il ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas eu peut-être tous ces réflexes-là. Et ce n'était pas facile. Je faisais à la fois le basket, je faisais ça, je faisais la livraison de pizza, et j'allais à la fac. À un moment donné, j'étais obligé d'arrêter le basket parce que ça me prenait beaucoup de temps et ça ne te rapportait pas forcément. Voilà. Et donc, j'ai optimisé. J'ai préféré garder donc, ton petit taf et l'école. Et l'école. Maintenant, le sport, c'était vraiment par loisir. C'était le week-end ou à la fac également, on faisait du sport. Le sport universitaire. J'étais d'ailleurs un acteur très engagé dans le sport universitaire à la fac. Ah oui? Ouais, j'ai joué dans l'équipe. Niveau athlétique ou bien niveau organisation? Niveau athlétique, et même je me suis même impliqué niveau organisation auprès de la responsable du département sport. Parce qu'elle voyait que j'étais vraiment motivé. Je partais à toutes les activités, même les sports que je ne pratiquais pas. Quand il y avait des rencontres, je partais. Tout ça c'était pour
faciliter les choses. Et ça m'a d'ailleurs facilité pas mal de choses à la fac là-bas. Ouais. Les gens aiment les athlètes en général. Tu as les facilités, les gens parlent bien avec toi. Les relations deviennent hyper faciles et tout ça. Et donc, je me rappelle, à un moment, j'ai eu une forte déception qui m'a même poussé qui m'a fait penser à un moment à rentrer, de rentrer au Mali, de laisser tout ça, quoi. J'étais hyper fatigué en plein hiver, j'avais très froid. Je viens livrer une dame qui me jette la pizza à la figure en me disant elle avait refroidi et qu'elle n'en voulait pas et tout ça. Et donc j'accepte, je prends sur moi. Mais comment tu as réagi? Tu n'as pas réagi? Je suis de nature calme. J'apprécie, j'évalue les situations avant de réagir. Okay. Je préfère temporiser, me calmer, analyser la situation. Certains prennent ça pour de la faiblesse, mais ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la retenue. C'est de l'objectivité. Donc, moi, je regarde la dame, je dis, j'avais 3 livraisons à faire. Vous êtes la 2e. Je vais aller chez la 3e cliente. Donc, si vous ne voulez pas de la pizza, je vais revenir, je vais aller à la boutique, je vais signaler, vous pouvez les appeler. En attendant, moi, je vais aller livrer ma 3e cliente et je retournerai à la boutique. Si le responsable souhaite à ce que votre pizza soit changée, elle sera changée et je vous la ramènerai. Non, j'en veux pas. Je veux pas de votre pizza. Je ne veux pas de vous. En fait, j'ai compris après que c'était quelque chose de raciste. Et ça, j'ai mal pris. J'ai mal pris et je me suis assis dans les escaliers. Ça aurait été plus facile pour toi de digérer si c'était juste parce qu'elle est fâchée à la fin. Voilà. Et je me suis assis dans les escaliers de son immeuble et j'ai commencé à pleurer. J'ai pensé à ma famille, à ma dignité, à la dignité de ma famille, à tout ce que j'ai laissé ici pour partir, et en me disant, mais finalement, qu'est-ce que je fais dans ce pays? Est-ce que ces gens méritent, en fait, que tu viennes là, que je vienne dans leur pays, qu'on vienne apprendre tout ça dans leur pays, et pour rentrer, aider à la construction dans notre pays? J'ai eu mal. Je suis sorti. J'ai appelé à l'époque ma mère en ligne directe, sachant que c'était facturé très cher. C'est cher, ça. Je ne l'ai pas eu parce que je pense qu'elle devait déjà être en train de prier ou dormir. Okay. Et après, je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, je suis là pour un objectif. J'ai un objectif à atteindre. Je vais l'atteindre et après, je vais rentrer. Quand je rentrerai chez moi, personne ne me parlera comme ça. Et donc, je suis parti, j'ai continué ma livraison. J'ai expliqué au responsable qui a donné à un autre livreur la pizza pour amener. Le responsable m'a dit de laisser, que c'était courant dans le métier. Et ça m'a requinqué. Le fait que je suis sorti de ça, j'ai eu le courage, je me suis dit, je vais atteindre mon objectif. Mon objectif, c'est de finir mes études, de rentrer chez moi. Donc, tu vois, souvent, il y a des déceptions qui se transforment Ça se transforme en force. Ça devient une source de motivation après. Ça devient une source de motivation. Tu te dis, l'essentiel pour toi, c'est la raison pour laquelle tu es là. C'est de continuer à bouger vers ton objectif. Ouais. Et je me suis donné cet objectif-là, j'en ai parlé avec des potes, on a échangé et j'avais un pote également qui était dans la même situation que moi, qui travaillait dans un kebab juste à côté, qui est malien aussi, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses là-bas et qui est rentré aussi également, qui est expert fiscaliste ici, qui a un cabinet et tout ça. Ah ouais. Et souvent on se raconte des galères comme ça, tu vois, autour d'un thé ou quand on voyage, quand on décide d'aller en France aujourd'hui. Quand on pense à ça, on réfléchit à ça, tu te dis, comme dirait les Bamana, Dien Somada Tchamaye, quoi. La vie, c'est beaucoup de matin. Et donc, on se dit, c'est un parcours par lequel il fallait passer.
Ouais, pour se construire. C'était une étape par laquelle il fallait passer pour se construire. Et ça te donne des réflexes. Dans la vie associative, dans la vie professionnelle, tu sais comment réagir, tu sais comment tu sais comment temporiser des situations difficiles. Temporiser et tout ça, les situations difficiles. Tu vois, c'est difficile. Et sous la neige, parfois, sous la pluie, c'est compliqué. C'est vrai. Quand on est malien, on arrive comme ça, on change, la température change, le concept. Tu as l'impression que tout est contre change. toi. Mais, tu as l'impression que mais toujours, tu arrives à trouver la force nécessaire parce que tu te dis, ma vie ne va pas se terminer ici. Je suis là pour un objectif, je vais l'atteindre et je vais rentrer dans mon pays. Et quand j'ai décidé de rentrer, après avoir terminé mes études, tellement que je voulais avoir le sentiment de rentrer chez moi, j'ai pris une voiture que j'ai conduite de Toulouse jusqu'à Bamako. En passant par l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie. Attends. J'ai bugué. Non. Tu as ok, mais ça c'est courant maintenant. C'est courant, les gens le font. Mais moi, je l'avais fait même avant. Mais en rentrant, je l'ai fait aussi. Je pouvais prendre l'avion. Mais je l'ai fait pour avoir vraiment le sentiment de partir. L'avion, ça y est, tu prends, tu décolles. En fait, tu avais l'habitude de prendre l'avion, de revenir. Du coup, tu voulais un sentiment de rupture. De rupture, de partir, de dire, j'ai terminé avec cette vie-là. Mais ça contraste beaucoup avec beaucoup de gens qui aspirent plus à rester en France, à se stabiliser un peu, à revenir. Moi, il y a des gens qui ont leurs raisons. Hein. Chacun a ses aspirations, et ça peut être justifié. Hein. Les gens n'ont pas les mêmes situations. Il faut comprendre, il faut analyser par situation. C'est vrai. Moi, mon objectif en partant en France, c'était d'aller étudier et de revenir, servir dans mon pays. Servir suivant ce que je juge nécessaire, ce que j'ai appris, à le mettre au service de mon pays, au service de la construction de mon pays. C'est pour ça que je suis revenu, je n'ai pas hésité un instant. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'allais rester ou pas en France. C'est pour ça que dans tout ce que je faisais, je le faisais en direction du Mali, parce que je sais que la destination ne peut pas être autre que le Mali. Mais je ne t'ai pas posé une question que j'avais très envie de te poser, mais je ne voulais pas te couper. Pourquoi tu as choisi le droit? Alors, j'ai choisi le droit parce que j'ai toujours été un fervent défenseur du droit, de la justice. La justice sociale, la justice dans son ensemble. Et depuis le lycée, j'ai nourri cette ambition-là, d'être juste, d'aider tout le monde à être juste. Et je me suis dit, il faut que je fasse des études de droit pour comprendre déjà l'environnement du droit et pour m'aider à exercer une vie professionnelle qui soit en parfaite adéquation avec ce que je pense. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je travaille dans le droit. Je suis praticien du droit, même si ce n'est pas en tant que juge ou avocat, c'est en tant que juriste d'affaires. D'accord. On les appelle comme ça, des juristes d'affaires qui travaillent dans les entreprises ou soit qui font du conseil, qui aident les autres à se régulariser vis-à-vis de la justice, à se conformer aux règles et à éviter les risques et les pièges et à évoluer en parfaite conformité avec leur environnement juridique et réglementaire, quel que soit le secteur d'activité dans lequel il se trouve. Donc, c'est pourquoi que moi j'ai décidé de faire du droit. Et je trouve cela très intéressant. Au-delà d'être juge ou avocat, d'être donc dans ces métiers du droit-là, travailler dans une entreprise en tant que juriste, surtout dans le secteur dans lequel moi je suis, c'est de l'innovation, c'est dynamique. Donc ça te pousse à avoir une ouverture d'esprit sur pas mal de sujets qui ne sont pas forcément en lien avec le droit, qui n'ont pas de lien forcément avec le droit, mais parfois il vous arrive même de gérer des situations
dans lesquels vous créez, ou en tout cas vous incitez le législateur à aller vers ces domaines-là pour créer le droit. Je comprends. Voilà. Donc ça fait qu'aujourd'hui, c'est un milieu qui est très dynamique. Le domaine dans lequel je suis, qui est celui des telcos, c'est très dynamique. Donc le droit, c'est pas que... Les telcos, c'est télécommunications, ok. et innovation, et digital, et tout ce qui va avec. Mobile money, tout ce que vous connaissez. Ça veut dire que le droit, c'est pas forcément que les métiers de la justice. En fait, ça s'applique à tout, ça s'applique à tout type d'entreprise. Voilà. Et ça, j'ai eu ce conseil-là de la part d'un avocat, paix à son âme, qui est décédé, chez lequel j'ai fait mon stage, qui m'a dit, écoute, nous, on a fait le droit, on a fait la même chose que toi, mais aujourd'hui, c'était déjà à l'époque, en 2007 ou en 2008, et en 2007, à l'époque, il me disait, bon, oriente-toi vers le conseil, les entreprises. C'est ça qui marche maintenant. Et c'est ça qui peut rapporter plus. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et j'ai suivi ce conseil et je ne suis pas dessus. Mais est-ce que ta vision de la justice et tes engagements vis-à-vis du droit uniquement ont changé à la fin de tes études? Absolument pas. Absolument pas. J'ai été convaincu et conforté par le choix que j'ai eu à faire et que c'était le bon choix pour moi. Et que surtout qu'il y avait beaucoup de défis à relever par rapport à ça. Mais comment est-ce que le domaine du droit fonctionne? Est-ce que quand tu es juriste, après, c'est quoi les paliers? Je sais par exemple que quand tu es architecte, tu dois faire 2 ans de stage après pour te conformer et rentrer dans l'ordre des architectes et tout. Mais comment on devient avocat, juge? Déjà, ça ce sont des professions qui sont soumises à l'obtention de concours, enfin au passage de concours. L'avocature, c'est le barreau qui organise. Donc, pour être juge, il faut un concours également. L'ordre des avocats aussi qui organise le concours par rapport à l'avocature. Et ça, c'est après avoir terminé les études de droit. Bac plus 4, Bac plus 5 ou doctorant, ça dépend. Mais pour nous, nos métiers, dès que tu sors de l'université, tu es juriste. Tu es juriste directement avec Bac plus 5. Quand tu as au-delà de entre 0 et 5 ans d'activité professionnelle exercée, tu es juriste junior. Après, au-delà de 5 ans, tu es senior. Donc, c'est ça. Il ne faut pas autre chose pour être juriste. Maintenant, quand tu es juriste, après, tu peux décider de faire des concours. Avocat, magistrat, auditeur, greffier, ça dépend. Il y a pas mal de choses, de métiers dans la justice que tu peux appliquer. Auxquels tu peux prétendre. Maintenant, ça dépend de tout un chacun. Mais toi, c'était quoi tes aspirations au début? Tu aspirais à devenir juge, magistrat, juriste? Non, j'aspirais à être juriste. Ok, d'accord. À être juriste. Et quand je me posais la question de savoir dans quelle branche j'irais, j'ai eu cet avocat, paix à son âme, encore une fois, qui m'a inspiré en me disant il faut vous orienter vers le conseil, vers le métier de juriste d'affaires, plutôt que juriste contentieux ou avocat ou magistrat. En tout cas, aller vers le conseil aux entreprises et tout ça. À l'époque, les entreprises venaient au Mali, donc avaient besoin de juristes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais dis-moi, au-delà de tout ça, qu'est-ce que tu penses de ce domaine au Mali? Parce que tu es dans une association, tu es un peu dans le domaine de la politique. Bon, tu es dans le domaine, tu es dans la politique. Les gens critiquent beaucoup les juges, les magistrats, et surtout dans les zones rurales. Dans les zones rurales, c'est des métiers qui sont beaucoup critiqués. Les gens disent beaucoup, c'est à cause des juges, ceci, cela, c'est les juges. Moi, je n'ai pas d'informations précises, mais c'est des échos que j'entends. Qu'est-ce que toi, tu en penses?
Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un lien forcément. C'est vrai que je suis un acteur politique aujourd'hui qui est fervent défenseur de la justice, parce que pour moi, l'engagement n'a de sens que s'il est fondé sur des principes et des valeurs. Et pour moi, la justice fait partie des piliers pour la construction d'un État juste et un État juste et prospère. Okay. Donc, la question de la justice, c'est une question qui est fondamentale, en ce qu'elle précède toutes les autres. Il ne peut pas avoir de rassemblement sans la justice. Il ne peut pas avoir de stabilité sans la justice. Il ne peut pas avoir de développement sans la justice. Quand il n'y a pas de justice dans une société, c'est le désordre total. C'est pour ça qu'il faut travailler à identifier les maux de la justice dans notre pays. Pour moi, le premier facteur, c'est le facteur humain. Et je le dis, pas que moi d'ailleurs. Nombreux sont celles et ceux qui disent que dans la justice, ce n'est pas le droit qui est dit. Que dans la justice, on a intérêt à ne pas y aller, sinon on risquerait, en tant que plaignant, de se retrouver accusé. Bah oui. Quand les gens disent ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Des expériences négatives que les gens ont vécues, donc ils remontent ça. Et le problème pour moi, je l'ai dit, c'est le facteur humain. Tant qu'on ne maîtrise pas, parce que qui sont les juges? C'est les citoyens qui ont fait des études de... Que tu sois procureur, juge du siège, juge de paix, tout ce que tu veux, tu es avant tout un citoyen. Et qui sont les justiciables? C'est les citoyens. Donc s'il y a une défaillance dans la justice, c'est forcément entre les deux. C'est vrai. Les gens pensent parfois que c'est le... C'est vrai, le juge, en rendant une décision qui n'est pas fondée sur le droit, peut créer une injustice. Ouais. Mais le citoyen également, en allant demander des faveurs chez le juge, peut créer la même injustice. C'est vrai, mais il y en a un. Il y en a un qui est plus responsabilisé que l'autre. Oui, on le dit, mais c'est une échelle de responsabilité. C'est comme on le dit, dans la corruption, il y a le corrupteur et il y a le corrompu. Oui. Si l'occasion est créée, si la justice ne fonctionne pas, c'est parce que nous en sommes tous responsables. C'est vrai. Parce que ceux qui sont censés rendre la justice et ceux qui sont censés bénéficier des décisions de justice sont prêts à passer par d'autres voies que les voies de la justice pour obtenir gain de cause. Donc tant que le facteur humain n'est pas maîtrisé, la gouvernance au niveau de la justice ne sera pas améliorée. Si on veut une justice distribuée de façon saine, ça doit commencer par le changement des hommes. Les hommes d'abord. Les hommes qui administrent et les hommes qui en bénéficient. Ce changement de comportement est nécessaire. C'est le facteur humain qui est prédominant dans tout ça. Comme dans d'autres secteurs. Hein. Ouais. Dans la justice, aujourd'hui, les textes sont connus. Mais dans nos zones rurales, comment vous expliquer que les citoyens préfèrent régler leurs différences à l'amiable, leurs différends à travers la justice appelée justice
traditionnels entre eux là-bas avec les chefs coutumiers et autres, plutôt que de venir devant la justice comme on la connaît, conventionnelle. Bon, on va dire moderne, non? Moderne, oui. comme on veut aussi. Mais pourquoi? C'est parce que les gens ont peur de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils font. Et c'est justifié. Bien évidemment, par le comportement, encore une fois, des hommes. Des hommes. C'est pour ça d'ailleurs que même dans la nouvelle constitution, c'est prévu. Le mode de règlement des conflits est prévu par la justice traditionnelle, si on peut l'appeler ainsi. Mais est-ce que tu t'y connais bien sur ce domaine de justice traditionnelle? Non, pas vraiment. Ce n'est pas un domaine que j'ai exploré. Mais ça pourrait faire aussi l'objet d'une discussion plus tard. Mais peut-être que ça a été inspiré par le fait que tous les conflits n'ont pas forcément besoin d'arriver devant la justice moderne. Est-ce que tu penses que c'est ça? Je pense que ça peut être ça. Les conflits qui peuvent être résolus à l'échelle locale par une justice traditionnelle, suivant les principes et les règles coutumiers. Je pense que c'est à l'origine de cette décision d'inscrire cela dans la Constitution, de prévoir ce mode de règlement des conflits. Mais est-ce que ça n'humanise pas plus la justice, on va dire, traditionnelle, et déshumaniser un peu la justice? Non, pas forcément. Parce qu'on se dit que ça, c'est dur. Si on en arrive là, ça veut dire qu'on a passé un palier de gravité. Non. Tu ne penses pas? Oui, justement. Mais justement, c'est pour également peut-être désengorger toute la paperasse justice administrative moderne, la paperasse, qui n'est pas évidente dans ces milieux-là, forcément. Et je pense que le Mali est un grand pays, avec des populations différentes des unes des autres, par endroits, mais qui partagent le même territoire. Et il y a des communautés qui ont leurs principes, qui ont leur mode de fonctionnement, qui arrivent elles-mêmes à rendre justice en leur sein à travers leurs propres règles, qui ne doivent en aucun cas faire obstacle à la règle nationale, mais qui arrivent à gérer les conflits. Donc je pense que c'est aussi de valoriser ces méthodes-là. Ça ne fait pas obstacle. Si les personnes en question ne sont pas satisfaites, elles peuvent toujours remonter à la justice moderne. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que pour moi, c'est une bonne chose. Après, bon, on pourra passer des heures ici à parler de la justice. Mais pour moi, si on règle la question de l'homme, du comportement de l'homme, des agissements de l'homme, c'est 90% du problème de la justice qui est réglé au Mali. J'aurais tellement voulu qu'on continue sur la question de la justice encore une fois, parce que c'est beaucoup de choses que je réfléchis à mon niveau, j'ai pas beaucoup d'informations. Mais je veux savoir, est-ce que tout ça a été pour toi un élan pour créer l'association Génération Engagée? Bien évidemment, bien évidemment. Déjà, j'aimerais que tu nous parles déjà de la genèse de l'organisation, la création de l'association. Bien évidemment. De la vie associative dans le sport, je suis passé à la vie associative en politique, parce que j'ai compris qu'il fallait quelque part s'engager en politique pour apporter le changement que nous voulons. Et pour apporter ce changement, il faut d'abord être ce changement avant de l'apporter. Se l'exiger sur soi-même avant de le demander aux autres. D'accord. Et avec d'autres jeunes qui ont eu les mêmes aspirations, qui ont partagé les mêmes préoccupations, on a décidé de créer la Génération Engagée, le mouvement Génération Engagée. Le dénominateur commun, comme tu l'entends, c'est l'engagement. C'est vague, l'engagement. C'est vague. Et moi, je venais du sport. D'autres venaient de l'environnement. D'autres disciplines, d'autres domaines. D'autres domaines, d'autres disciplines. Certains étaient des syndicalistes, d'autres
étaient salariés, Ouais. d'autres étaient déjà engagés sur les questions de climat, d'autres étaient engagés dans la société civile sur les questions de genre et autres. Donc, on a décidé de se mettre ensemble pour 3 raisons. Ok. Parce qu'on estime que il faut fédérer les énergies. Moi, je suis dans le sport de mon côté, l'autre est dans la politique de son côté, l'autre est dans le climat de son côté, l'autre est dans la société civile, le combat pour les femmes et tout ça. On s'est dit, pourquoi ne pas fédérer nos énergies pour être plus percutant et surtout mieux entendu. Mais quand tu dis l'autre est dans son domaine et tout, ça veut dire que vous étiez des gens qui étaient déjà en contact? On était en contact. On était en contact. Okay. On était en contact et on s'est réunis. On a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Mais vous étiez des amis? Pas forcément. C'était quel type de fréquentation? Il y avait des amis, oui, mais pas que. Okay. Il y avait des gens que nous connaissions dans la vie associative que nous avons trouvés comme étant des personnes engagées qui pouvaient apporter quelque chose, et ces personnes nous ont rejoints. Et on a décidé de faire chemin ensemble. Mais qui était l'instigateur du mouvement? C'est toi qui étais l'instigateur? C'est un groupe de gens? Non. C'est parti de quoi? Moi, j'ai eu l'idée que j'ai partagée avec les autres, que les autres ont accepté, idée à laquelle ils ont adhéré parce qu'ils ont partagé les mêmes préoccupations. D'accord. Ok. L'idée peut venir d'une personne, mais le projet peut être porté par d'autres personnes. C'est vrai. Et c'est comme ça. On a une idée. Moi, j'ai une idée. J'ai partagé. On a fait un brainstorming. On a dit bon, le nom, le concept. C'était un travail d'équipe. Ouais. Donc, on a créé ça avec des principes et des valeurs que nous nous sommes jurés de ne pas trahir. D'accord. Mais ça, c'était en quelle année? En 2021. Ah, donc le mouvement a maintenant 4 ans d'existence. 3 ans, parce que c'était fin octobre 2021. Donc on est à bientôt, quoi. Ouais, on a 3 ans, 3 ans et voilà, on a 3 ans et quelques mois. Donc, on s'est dit, on va faire les choses. Donc la première des choses, c'était fédérer les énergies. Deuxième des choses, c'était faire autrement. Faire autrement, ça ne veut pas dire qu'on vaut mieux que les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres. Faire autrement parce qu'on a compris que ce qui se faisait, il y avait beaucoup de limites. Mais déjà, par rapport au climat politique de 2021, est-ce que tu peux un peu nous décrire en fait dans quel climat ça s'est inscrit? Parce que de 2021 à maintenant, la politique malienne a beaucoup changé. Peut-être je vais revenir un peu sur mon engagement. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, mon engagement politique a commencé dans la vie associative sur le plan politique un peu, avec les médias et tout ça, en dehors du sport, a commencé bien avant. C'était quand... en 2018 Non, c'était en 2020, quand le père à son âme, le président de l'URD, Soumaïla Cissé, a été enlevé. Pour qui connaît nos liens, c'est qu'on est très proches. J'allais te demander parce que j'ai vu des photos de vous deux. Voilà. Je ne savais pas exactement. Voilà. C'est un ami de la famille. Nos parents ont 40 ans d'amitié. Wow. Et j'ai grandi presque dans ses mains. Et quand il a été enlevé, on ne pouvait pas rester comme ça. Et moi, je me suis mobilisé avec d'autres jeunes de l'URD, des sympathisants. On a créé ce qu'on appelle le collectif pour la libération de Soumaïla Cissé. Et on a fait beaucoup d'actions, de médias. Mais d'actions de quelle nature? On a fait des sit-ins, Okay. On a fait des émissions, on a fait des rencontres auprès des personnalités, des actions dans les limites de nos possibilités, parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà, parce que quoi que nous fassions, il fallait quand même respecter les règles. On est républicain avant tout, on respecte les textes. Et on a évolué comme ça dans le respect des règles. On a fait
beaucoup d'émissions, beaucoup d'interpellations sur les radios, les télés. On a fait en sorte que... à ce que la cause ne soit pas oubliée. Oubliée, exactement. On a fait en sorte que la cause ne soit pas oubliée, que les gens pensent à Soumaïla jour et nuit. Moi-même, lui-même, il a dit d'ailleurs qu'il nous attendait sur RFI chaque fois qu'il se connectait. Il avait une radio, il écoutait les émissions, il attendait les messages, donc ça le rassurait. Ça aide beaucoup quand tu es isolé, pris en otage, ça rassure et ça conforte. Donc on a beaucoup bougé, on est allé dans les régions, on a rencontré des leaders politiques, de la société civile, les leaders religieux. On a fait beaucoup de choses. Et finalement, quand il a été libéré, donc on était tous très contents. Malheureusement, il nous a quittés 2 mois après. Et donc, moi, je me suis dit que ça ne pouvait pas rester comme ça. Parce qu'avant sa mort, on avait eu à échanger. Il m'a dit, vous avez fait du très bon travail, il est temps que vous veniez en politique pour nous aider. Et moi, j'avais pris l'engagement de rentrer en politique auprès de lui bien avant son décès. Okay. Et donc, c'est comme ça, après son décès, que j'ai pris le temps, j'ai mûri. Et j'ai décidé, avec d'autres, de me lancer en politique. Une question qui n'est un peu entre parenthèses, beaucoup d'émotions que je sens là. Comment est-ce que tes parents ont abordé le fait que tu veux rentrer en politique? Parce que c'est pas évident d'avoir des parents en politique qui veulent forcément surtout au Mali, qui veulent forcément que leurs enfants suivent le même chemin. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je remarque que c'est un peu compliqué. Quand les parents ont fait de la politique, ils sont un peu réticents à ce que les enfants en fassent aussi. Pas forcément. Dans mon cas, je vois difficilement mes parents me demander de ne pas faire la politique parce que je leur poserais la question, mais pourquoi? Parce que vous en avez fait tellement et brillamment d'ailleurs, parce que jusqu'à présent, je pense que moi je suis très fier de ce que mes parents ont eu à faire en termes d'engagement politique dans le pays, et ça m'a inspiré en termes de droiture, de conviction, de politique, par respect des règles, par respect des principes. Et je vais vous raconter une histoire. Soumaïla Cissé, père à son âme, et mon père, des amis de 40 ans. Wow. Ils ont fait les écoles primaires ensemble à Niafunké. Ils sont arrivés, ils ont étudié ensemble au lycée. Après, ils sont partis tous en France. Donc, tu es aussi de Niafunké? Non, mon grand-père habitait un moment à Niafunké dans le cadre de ses missions. Okay. Et donc, ils ont fait tout ça ensemble. Ils se sont retrouvés dans la politique ici, dans le mouvement démocratique. Ils ont cheminé ensemble. Et à un moment, donc, ils étaient même tous les deux ministres dans le même gouvernement. Et ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Et le jour où Soumaïla Cissé, mon père est de l'ADEMA, il est membre fondateur de l'ADEMA. Le jour où Soumaïla Cissé, avec ses amis, ont décidé de créer l'URD parce que l'ADEMA, ils étaient déçus de comment l'ADEMA s'était comporté avec eux lors de l'élection présidentielle en 2002. Il a été question que mon père soit un des cadres de l'URD à l'époque, parce que lui et Soumaïla étaient des amis. C'est vrai. Mais il a clairement dit, lui, par respect pour ceux qui sont morts pour le mouvement démocratique et ceux qui ont créé l'ADEMA, qui ne sont plus avec eux aujourd'hui, lui, il ne peut pas quitter l'ADEMA, même si ça ne va pas aujourd'hui dans l'ADEMA. Même si l'ADEMA n'est plus l'ADEMA qu'elle était en 90. Avant 2002. Mais lui, il ne peut pas quitter l'ADEMA. L'amitié, c'est vrai, c'est important et tout ça, mais il ne peut pas quitter l'ADEMA. Et toutes sortes de propositions, mais ils sont toujours restés amis, toujours suivant les convictions. Et ça, en politique, c'est important. Quand on est engagé en politique, il faut avoir la conviction, il faut avoir des principes. Sinon, on risque de faire 100 parties dans son... Voilà, le ping-pong, tu es là aujourd'hui, demain tu es là-bas. La politique doit être basée sur un idéal. Et le jour où je suis allé voir
mes parents pour dire que je veux m'engager en politique, mieux que de me dire non, il ne faut pas. Ils m'ont donné des conseils. Et c'est de ça que j'avais besoin. Ouais. Parce que moi, j'arrive dans la vie associative, je connaissais un peu, mais la politique, c'est autre chose. C'est vrai. Ils m'ont donné des conseils. Mon père m'a dit 3 choses que je partage avec ceux qui nous suivent. La première chose, c'est quand on s'engage en politique, il faut avoir un idéal. Il faut avoir un idéal. Il faut avoir une conviction. Je crois en la démocratie, je m'engage en politique pour la démocratie. Je crois au libéralisme, je m'engage en politique pour le libéralisme. Je crois au communisme, je m'engage en politique pour le communisme. Il faut avoir une conviction. Ça t'évitera beaucoup de choses. Tu t'engages à défendre cette conviction-là, coûte que coûte, et à faire adhérer les autres à cela. Deuxième chose, il m'a dit, il faut connaître son pays, et il faut aimer son pays. Pour l'aimer, il faut le connaître. La politique dans le salon, devant les micros, dans les grosses voitures, ce n'est pas ça. Tu es loin du peuple. Tu es loin du peuple. Il faut aller vers les gens. Discuter avec eux. Chercher à connaître leurs problèmes. Et leurs conditions de vie surtout. Conditions de vie. Et essayer d'améliorer, d'apporter des solutions avec eux. Et non contre eux. Et pour moi, quand il m'a dit ça, on en parlait, je lui ai dit, et le troisième? Il m'a dit, le troisième, il faut avoir un projet. Tu as la conviction, tu as l'amour du pays, tu as le projet. Il faut avoir un projet pour tes concitoyens. Quand tu viens les voir, voici, après ce que j'ai vu chez vous, ce qu'on a analysé ensemble, voici ce que je vous propose pour sortir de là. Et c'est comme ça que moi j'ai pris ces 3 conseils-là, jalousement gardés. Non, plus maintenant. Je partage parce que je trouve que c'est nécessaire. Et c'est important le partage. Et que chaque jeune qui s'engage en politique devrait faire de même. Ça évitera beaucoup de situations que nous vivons aujourd'hui dans le pays en termes de perception de la chose politique dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de politique, mensonge, trahison, j'allais y venir, j'allais te poser la question. Justement, nous on s'est engagé en politique pour montrer que, à la génération engagée, on s'est engagé pour montrer que une autre politique est possible. Faire la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire servir la cause commune, apporter des solutions pour mieux gérer la cité. Et c'est dans ça que nous sommes. Au début, ce n'était pas facile. Des gens sont venus par opportunisme, en pensant que moi, fils d'eux, j'avais une cagnotte à côté qui vont manger. Et donc, être engagé, mais manger d'abord. Et quand ils ont vu que ce n'était pas le cas, beaucoup sont partis. Certains pour des raisons qui peuvent être justifiées, mais d'autres pour des raisons que nous n'avons pas cherché à comprendre, parce que tout simplement, on savait dès le départ que c'était Votre ligne n'était pas la même. Opportunisme. Ok. Parce que tant qu'on est sur ces 3 principes-là, il n'y a pas de place pour l'opportunisme. Et vous êtes communiste, vous êtes... Moi, aujourd'hui, je suis plutôt engagé en politique pour défendre des valeurs. Okay. La démocratie. Je suis démocrate. Je suis un démocrate convaincu. Et par rapport à mon positionnement aujourd'hui, je peux dire que je fais partie de ceux qui se réclament du centre. Centriste. En temps de crise. Ça veut dire quoi, centriste? Centriste, c'est une position politique qui est observée
par des organisations politiques, ça peut être en temps de crise ou même en temps normal, pour rapprocher les positions, pour montrer qu'il n'y a pas soit il y a un peu de toi oui en moins, ou c'est soit ça? non. On peut trouver le juste milieu, l'équilibre pour faire avancer le pays. Permettre à tout le monde de participer à la gestion du pays. Est-ce que c'est réaliste? C'est réaliste, surtout dans les pays en crise comme le nôtre, où il y a besoin de rassemblement. Est-ce qu'il y a des modèles de centrisme, en fait, de oui, centrisme? Il y a des modèles qui fonctionnent aujourd'hui. Le Premier ministre en France, c'est un Premier ministre de centre. C'est un parti, c'est un homme... Non, plus dans le modèle africain, parce que... du centre. Non, quand je dis il y a des modèles qui existent par ailleurs, dans le modèle africain, ils ne sont pas nombreux à être du centre, mais le centre, pour nous, aujourd'hui, c'est une position circonstancielle parce qu'on est en crise. On est en crise. Et pour nous, quand on est en période d'exception, il faut rassembler. Il faut être capable de prendre de la hauteur, de dire ce qui est bien, mais également de dire ce qui est mal. Et quand on est dans un camp, on se prive de la liberté de dire quand ça ne va pas. C'est vrai. Dans le camp. Et quand on est dans l'autre camp, même quand ça va, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça ne va pas, on ne peut pas dire ça ne va pas. Voilà, on ne peut pas dire ça va, alors que même quand ça va, on ne peut pas le dire. C'est vrai. Quand on est opposant. C'est vrai. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas une question d'homme après? Voilà, mais nous, non, nous, dans cette phase, on est vraiment du centre. De notre analyse, c'est ce qui est bien, c'est ce qu'il faut pour le pays. On a des militaires au pouvoir qui sont venus parce qu'il y a eu un coup d'État, qui sont en train de mener des réformes, gérer le pays en espérant que ça va aboutir vers l'organisation d'élections pour rétablir donc un régime, mettre en place un régime issu des urnes. Et à ce moment-là, la carte politique va se réorganiser. D'accord. Mais aujourd'hui, pour moi, le premier défi, le plus important, c'est celui du rassemblement. Parce qu'on a affaire à des situations graves, des crises économiques, sécuritaires, politiques, institutionnelles, qui nous ont amenés dans ça, persistent encore, même si des réformes sont en cours. Donc pendant ces crises-là, pendant que nous les traversons, il faut faire preuve d'unité, de rassemblement, pour en sortir ensemble et entrevoir un avenir meilleur. Ça, c'est vraiment aujourd'hui, moi, ma lecture de la chose. Le rassemblement, dans la vérité, dans la sincérité. Comment vous comptez faire à Génération Engagée pour procéder à ce rassemblement? Alors, on a compris et encore une fois... Comment vous faites? Parce que voilà, Génération Engagée, comme je l'ai dit, c'est un mouvement citoyen à but politique qui rassemble les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur pour les inciter, ou en tout cas pour les mettre au service de la construction nationale. Donc, quand on demande aux gens de se rassembler et de participer à la construction nationale, il faut à minima leur offrir, pour ceux qui n'en ont pas, des leviers. Leviers de formation, leviers, pour qu'ils s'intéressent à la chose. Et pour l'instant, notre mission première, c'est de renforcer la participation, la qualité de la participation de nos concitoyens à la chose politique. J'ai l'impression que ton pied est un peu gêné. Ça va? Non, ça va. Sûr? Ça va, tranquille. Non, un peu grand, mais ça va. Donc, renforcer la qualité de la participation de nos concitoyens à la chose politique. Parce que beaucoup de jeunes se désintéressent de la politique. Beaucoup de Maliens d'ailleurs. Est-ce mais que les jeunes sont majoritaires. Sont plus désintéressés que déçus? Parce que l'un est lié à l'autre. En fait, le désintérêt est lié à la déception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont déçus, donc ils ne s'intéressent plus. Et ils ont des raisons d'être déçus. Parce que la pratique politique dans notre pays n'a pas
ait vraiment pu répondre aux attentes des populations. Même s'il y a eu pas mal d'acquis, il y a eu beaucoup d'avancées, mais quelque part, je pense que le rôle qui est attendu des acteurs politiques n'a pas satisfait les populations au Mali. Les populations n'ont pas été satisfaites par rapport à cela. Toi, tu votes pour un maire ou un député qui ne te présente même pas de projet. Tu votes simplement pour lui parce qu'il a tel nom, ou parce qu'il a tel argent, ou parce qu'il a telle influence. Donc, tu n'es pas capable de mesurer sa performance. Donc, mais comment tu ne peux pas l'interroger. Est-ce que c'est à travers le projet qu'on mesure la performance? Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut rééduquer la majorité de nos concitoyens sur les pratiques politiques. Tu sais pourquoi je demande ça? Oui. En 2018, on avait entrepris avec un ami de faire un talk avec certains candidats aux élections, et notre ancien président Ala Ainala, Ibrahim Boubacar Keïta, on a cherché à le voir, on n'a pas pu le voir. Bien sûr, on a vu un monsieur qui représentait sa voix. Quand on lui a posé la question du projet, on voulait qu'il nous présente le projet à travers un talk. Tu sais ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, quand les questions commençaient à être de plus en plus précises, que lui, il était un professionnel qui avait été engagé pour écrire le programme et que lui, il ne peut pas répondre à ce que nous, on lui demande. Donc, est-ce que le projet te permet de mesurer la performance d'un candidat? Mais bien sûr, je dirais même que c'est indispensable. C'est pour ça que je dis qu'il faut trois choses. Parmi les conseils que le vieux m'a donnés, c'est trois sur le projet. Le projet est essentiel. Il permet au candidat, au-delà de sa personne, au-delà de ses moyens, il permet au candidat d'être apprécié, suivant ce qui est prévu dans le projet. Il permet à l'électeur d'apprécier ce que le candidat prévoit pour lui et pour sa communauté. Mais également de mesurer sa performance par rapport aux promesses qu'il a faites dans le projet. Donc, dans la phase d'appréciation, c'est d'être capable de lui dire, bon, vous avez dit que vous allez créer tel nombre d'emplois. Comment vous allez le faire? Et quand il va tenir un discours par rapport à cela, il faut que toi, électeur, tu sois capable de connaître les ressources du pays, les autorités du pays, les démembrements du pays qui gèrent cette question-là. Parce que si dans son projet, il dit « je vais créer 200 000 emplois », et qu'il n'est pas capable de te dire comment il va les créer, à travers quelle filière, à travers quoi, il va te dire quelque chose, tu vas prendre ça pour l'argent comptant. En fait, donc il faut de l'éducation politique, que les gens s'intéressent aux choses. Donc le projet va permettre à l'électeur de juger le candidat, une fois élu, de lui rappeler, soit à travers les médias, ou à travers une interpellation directe dans un événement, de lui dire « Ah, Monsieur Steve, quand vous venez en campagne ici, vous avez dit que vous allez faire une adduction d'eau par ici, où vous allez créer tel nombre d'emplois pour les jeunes de cette commune. Vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce qu'il en est ?» Tu vas peut-être dire dans ta réponse que c'est en cours ou bien que... Non, moi, je vais aller boxer. Je vais aller boxer. Donc, je ne vais pas tenir ce genre de discours. Voilà, en tout cas, ce n'est pas prévu pour maintenant. Tu prends 2 000 francs, 5 000 francs pour quelqu'un pour lequel tu votes. Tu ne peux pas aller contester son travail. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, ça veut dire que quelque part, on est tous responsables. On a laissé faire. Et pour arrêter ça, nous, on a décidé de nous impliquer. Et en nous impliquant, il faut de l'éducation, le facteur humain, là, la formation, l'éducation politique qu'il faut faire auprès des jeunes pour que ces jeunes qui sont majoritaires puissent mieux s'intéresser à la politique, mieux participer à la politique. Pour ceux qui veulent juste voter
peser dans le choix, ou pour ceux qui veulent exercer des responsabilités politiques, qu'elles soient électives ou nominatives, ça sert. Parce que ça t'inculque des valeurs, ça te prépare à l'exercice des dites responsabilités. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on aura des citoyens mieux impliqués, mieux informés, qui pourront mieux sanctionner au cas où nos responsables politiques ne feront pas, en tout cas ne tiendront pas les promesses qu'ils ont eu à faire aux populations lors des élections. Et ça, c'est un travail fastidieux. Il faut aller partout, mettre en place des comités, échanger avec les gens, faire comprendre aux gens qu'on est intéressé par autre chose que par de l'argent ou que par des postes ou que par de ci ou par de ça. On veut tout simplement créer une dynamique de changement dans notre pays. Et ça ne concerne pas que l'élite. Parce que l'élite est minoritaire. Ça concerne tout le monde. C'est pour ça que ça ne se limite pas à Bamako. C'est pour ça que ça ne se fait pas seulement en français. Et on va dans toutes les régions du Mali. À chaque fois qu'on a un point focal. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien parce qu'on n'est pas obligé de faire, de mettre des millions dans la communication ou de chercher à payer des adhérents pour venir, parce que les gens viennent d'eux-mêmes quand ils ont compris qu'il y a une autre voie qui est possible pour les Maliens et pour le Mali. Et les gens viennent adhérer et les gens financent les activités du mouvement parce qu'ils y croient. Alors, toutes nos excuses, la famille, et excuses surtout à Mokhtar qui a dépassé le temps qu'il avait avec nous de plus d'1 heure maintenant. On était censé faire un podcast d'1 heure, mais voilà, l'intérêt pour toutes les questions a fait qu'on a tiré sur la longueur. Et entre-temps, on a eu un tout petit souci technique. On va bien sûr couper au montage, mais c'est pour que vous allez remarquer, on va dire, une coupure un peu brusque. Donc Mokhtar était sur une question très importante. On était rentré dans les questions, on va dire, politiques, après une overview. Donc là, j'espère que tu n'as pas perdu le fil et on s'excuse encore. Non, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas perdu le fil. C'est tellement intéressant. On parlait de politique et valeurs, engagement politique. Et je comprends les soucis techniques, ça peut arriver, hein, même au meilleur des meilleurs. Mais c'est important qu'on revienne sur le sujet, même si on ne pourra pas tout dire ici. Mais la chose politique... Je préfère que tu dises on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Ici et aujourd'hui, quoi, je veux dire. Ouais. Mais la chose politique est vraiment importante et nécessite qu'on en parle. On en parle aujourd'hui. La priorité des priorités pour un jeune qui veut s'engager en politique, c'est d'abord de gagner le combat des valeurs. C'est être capable de mener son engagement politique en portant des valeurs, en ayant des principes. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on voit des mouvements se créer chaque jour. C'est vrai. Et ces mouvements qui sont créés par des personnalités qui ont soit de l'argent ou des mouvements mondiaux. Ou qui cherchent de l'argent. Et il faut être à équidistance. Il faut être capable de se démarquer de ce type d'organisation, de ce type d'engagement. Il faut être dans l'engagement par la conviction. Il faut être dans l'engagement pour les autres et sincèrement pour les autres. Et peut-être qu'aujourd'hui, certains diront que nous sommes noyés dans le lot de mouvements et que nous serons vus comme les autres, mais nous ne sommes pas comme les autres. Et parce que nous avons une culture de l'engagement qui est différente. Nous avons une vocation et une motivation qui est différente. Et pour nous, l'engagement, c'est d'abord l'humain. C'est être capable de travailler sur l'humain. Une fois qu'on a travaillé sur l'humain, comment nous rendre meilleurs pour être de meilleurs responsables demain, de meilleurs acteurs de la justice, de meilleurs acteurs politiques, de meilleurs acteurs de la société civile, de meilleurs acteurs du sport. En un mot, d'être des meilleurs citoyens. À ce moment-là, on pourra avoir un cadre politique agréable, fondé sur des principes, des valeurs qui respectent les règles de la démocratie
et qui permettent l'expression plurielle et où chacun peut dire ce qu'il pense, bien évidemment dans le respect des lois, parce que à ce moment-là, il y aura un cadre idéal pour que tout le monde puisse participer. L'objectif, c'est cela. Et aujourd'hui, on est dans un exercice de conquête territoriale. Je m'explique. Si tu veux régler les problèmes des gens, il faut être capable d'aller vers eux. C'est vrai. Et donc, il faut avoir des démembrements. Il ne faut pas acheter les gens. Il faut les approcher dans une démarche de confiance. Leur montrer que, au fond de toi, tu n'as aucun autre intérêt que l'amélioration de la communauté, l'amélioration des conditions de vie dans la communauté. Et cela passe nécessairement par la mobilisation des acteurs locaux. Donc, avoir une fabrique d'idées pour passer de la réflexion à l'action. Et pour passer à l'action, il faut avoir des acteurs. Il faut avoir des hommes. Des hommes capables, des hommes compétents, des hommes préparés. Et à chaque niveau, si on a des hommes préparés, si on a réglé la question du facteur de l'homme, on a réglé 90% des problèmes du Mali. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le combat des valeurs, c'est le combat qu'il nous faut gagner ensemble. Si on gagne ce combat ensemble, tous les autres combats sont à notre portée. Je sais que toi, tu es un combattant. Dans tous les sens du terme. Et que quand on combat, c'est avec des principes. Et donc, ces principes-là, si on les porte, on peut gagner tous les autres combats. Et ça, c'est pour moi, aujourd'hui, le combat du développement, le combat de la justice, le combat de la sécurité, de la stabilité, de la paix. Tout ça, ça ne marchera que si nous le faisons avec des valeurs, avec des principes. Et c'est pour ça que je dis, la génération engagée, c'est un état d'esprit. C'est une dynamique qui est en train de prendre. Il y a 3 ans, quand on créait ça, on ne savait pas qu'on allait arriver là. Aujourd'hui, sans fausse modestie, on est quand même considéré par d'autres acteurs politiques, par les autorités, par les Maliens eux-mêmes, qui à chaque fois nous font des retours qui nous confortent dans notre engagement, qui nous disent que vraiment vous êtes sur la bonne voie, persévérer sur ce chemin-là, qui nous encouragent, même les petits messages qu'on reçoit quand nos camarades quittent les émissions, ou l'autre jour quand on a tenu notre session d'orientation des nouveaux adhérents, on était ravis d'accueillir une centaine de personnes pour les mettre au service de l'engagement, au service des autres. Et donc ça, c'est des choses qui ne se monnaient pas. Des gens qui viennent chaque jour. Même au moment où je vous parle, il y a des gens qui intègrent le mouvement. Et sans contrepartie. Et on n'a pas besoin de leur donner de l'argent. Ça prouve qu'à côté de cette jeunesse que tout le monde décrit, que tout le monde évite, que tout le monde rend responsable de nos problèmes aujourd'hui, il y a une jeunesse qui construit, il y a une jeunesse qui participe, il y a une jeunesse qui est engagée. Et aujourd'hui, je suis sûr que à partir de cette minorité, on deviendra progressivement la majorité qui va apporter le changement. Moi, je vous le souhaite déjà parce que l'esprit est bon. Moi, je vous ai vu à l'œuvre et on verra ce que ça va donner avec le temps. Mais moi, j'ai une question. Je sais que tu n'as plus le temps. On est en train de courir vers la fin là. Et comment vous voulez faire ça d'un point de vue économique? C'est vrai qu'il y a des adhérents qui viennent par conviction. Mais un mouvement s'entretient avec de l'argent. Un mouvement, c'est les déplacements, c'est beaucoup de choses. Comment est-ce que vous allez faire pour mobiliser des fonds? Alors, on a déjà un principe. Notre modèle, le modèle économique du mouvement est le suivant. Le mouvement ne fonctionne que sur la base de ses propres revenus. Donc, des revenus liés aux cotisations de ses membres, aux perceptions effectuées auprès des membres du bureau ou des personnes de bonne volonté qui sont dans le mouvement, qui partagent les principes du mouvement, qui partagent les aspirations du mouvement, qui injectent des sous, qui sont sympathisants, okay, qui peuvent contribuer sur les activités. Okay. Et voilà. On n'est pas téléguidé
où on ne compte pas sur un financement d'un groupe ou d'une personne, parce que tout simplement, on tient à notre indépendance, on tient à notre liberté d'action et d'expression. C'est pour cela qu'on tient jusqu'à présent. Quand on crée le mouvement, moi j'ai été approché par un responsable politique dont je tairai le nom, qui est immensement riche, qui me dit, bon, voilà, venez, on va vous financer, vous serez un bras de notre parti, de notre organisation, et au moment venu, tu auras des places. J'ai dit, moi, mon engagement n'est pas lié aux intérêts particuliers. L'engagement, c'est pour la cause commune. Et c'est un chemin qui ne m'intéresse pas. Donc, on fait les activités avec nos moyens, les moyens qui nous permettent de les faire. Et c'est pour ça que parmi nous, il y a des talents que nous pouvons utiliser pour ne pas avoir à sortir d'argent. Nous avons des formateurs, nous avons des ingénieurs, nous avons des étudiants excellents, nous avons beaucoup de profils dans le mouvement qui nous permettent de financer le mouvement, de financer les activités du mouvement, des cadres qui participent. Donc c'est vraiment de l'autofinancement venant de trucs. Maintenant, on peut avoir à travailler sur des projets qui sont financés par des partenaires, suivant les intérêts qu'ils portent au projet, pas au mouvement, mais le projet. Et donc, comme quel type de partenaire, par exemple? Ça peut être une ONG qui est sensible à la participation politique ou à l'engagement citoyen. Des jeunes. Des jeunes, et qui peut financer une des activités que nous initions. Et tout ça, ça se fait dans un cadre des plus transparents. Et ce n'est pas des fonds qui viennent dans le mouvement, c'est des fonds qui servent à organiser l'activité. Et ça nous permet d'être libres. C'est les militants eux-mêmes qui financent. Dans les comités, c'est la même chose. Et quand on prévoit de faire des grandes rencontres, c'est les militants eux-mêmes qui financent. Et ça leur donne le sentiment de leur importance dans le dispositif. Si celui qui finance tout, si c'est le président qui doit tout financer, tout le monde va faire ce que le président a dit. C'est vrai. Mais nous, dans notre organisation, on a un collège de présidents qui est atypique. On a des responsables de haut niveau, au niveau de la présidence, en plus de moi, qui ont parfois même plus d'expérience que moi dans la gestion de la société, de l'engagement politique ou citoyen. On a des personnalités qui travaillent dans des grandes entreprises, qui sont dans des institutions. Et donc, ça crée l'équilibre dans la prise de décision. Ça fait que ce n'est pas une question d'homme, ce n'est pas Mokhtar Ousmane Sy qui est président, qui décide tout, qui fait tout. Je suis parfois contredit dans le mouvement. Et très souvent d'ailleurs. On n'a pas forcément les mêmes idées sur les choses, mais on arrive à collaborer parce qu'on est tenu par un objectif commun. Et donc, cette facilité dans la prise de décision, cette liberté dans la conduite de nos actions, dans nos expressions, nous est très chère. Et nous savons comment nous l'avons obtenu. Et nous ne voulons pas confisquer cela, ou en tout cas compromettre cela en étant financé par un tel ou par un tel. L'équilibre dans la prise de décision est important pour nous. Et dans le mouvement, peu importe qui que tu sois, ou d'où que tu viennes, tu as voix au chapitre. Tant que ça sert à construire, tu as un étudiant qui n'a pas de revenus a le même poids dans la décision qu'un membre de la présidence qui a un revenu, qui travaille et qui finance les activités du mouvement. Donc, ça voudrait dire que chez nous, le plus important, l'argent, ce n'est pas ce qui compte, c'est l'action qui compte. Et le jour où ce qu'on a, ce qui nous permet de faire une activité, on fait l'activité à la taille de financement que nous avons. D'accord, je comprends. Voilà. C'est très honorable, même si, encore une fois, je le dis, j'aurais voulu qu'on parle du climat politique actuel, j'aurais voulu qu'on parle de la transition, j'aurais voulu qu'on parle de déjà le changement de l'état politique malien, de la création de générations engagées à aujourd'hui. Comment vous avez vécu tout ça, parce qu'il y a eu une censure des politiques. Tout à fait. Et la censure, je ne sais même pas si elle est encore effectivement levée.
et on dit qu'on va vers des élections, il y a beaucoup de choses. Même si ce n'est pas un podcast politique, la famille, aujourd'hui, on vous fait découvrir des choses, donc c'est une escapade dans la politique. Donc j'aurais vraiment voulu qu'on parle de tout ça, mais Mokhtar doit partir et c'est un peu malheureux quand même. Donc Mokhtar, je veux te mettre face à nos auditeurs, que tu nous dises une autre date où tu reviendras peut-être, où on va traiter d'autres questions. Alors, je laisse les auditeurs choisir la date. D'accord, donc... Pour montrer ma disponibilité et mon engagement à venir parler avec eux, avec le public sur des sujets qui sont importants. La politique, là, même quand on l'évite, tôt ou tard, on en fera partie, ou en tout cas, on en fera. Je ne sais pas d'où je tiens cette phrase. Je dis très souvent que soit tu fais la politique, soit elle te fait. Mais c'est ça. Je ne sais pas d'où je la tiens. Ça nous concerne tous. Ouais. On peut être en politique à des échelles différentes, mais parler politique est nécessaire. Tant qu'on est soucieux de l'avenir du pays, tant qu'on est intéressé par le bien-être des populations, la politique devient indispensable. Soit on l'a fait, ou soit on devient acteur politique, ou soit tout simplement on devient observateur pour juger les acteurs politiques. Et pour cela, il faut avoir un minimum de savoir, il faut avoir un background. Donc j'invite nos auditeurs à fixer une date, et ceux qui souhaiteraient me revoir sur le podcast, et je me conformerai à cette date-là, et je te laisserai m'informer, bien évidemment. Super. Donc je pense que beaucoup de choses ont été dites. D'habitude, je dis que tout est dit, mais tout n'est pas dit aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dites. Ouais. Donc merci encore de nous suivre. Et je m'attends déjà à de la famille, à des amis qui vont m'appeler pour me dire de ne pas continuer sur cette voie. En 2025, je fais ce que je veux. Bien à vous.